Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Le maître du thriller que vous êtes devenu a choisi un décor de neige éternel pour raconter une histoire à vous glacer le sang. Les contes vous ont également inspiré une histoire sans doute de démontrer que les bons contes peuvent aussi faire les bons lecteurs. Bonjour Nicolas Beuglé. Bonjour. Alors vous êtes un des maîtres du thriller en France, on va expliquer pourquoi. Publié chez XO Éditions Transylvania, qu'on va évoquer aussi. Et le principe des clés d'une vie, c'est d'évoquer votre parcours qui est riche en rebondissements à travers des dates clés. Et la première date que j'ai trouvée ne correspond pas exactement à votre parcours, mais elle est importante dans votre vie. Le 17 décembre 1986 est sorti ce film. Ah oui. Ah. Le nom de la rose, un drame médiéval adapté du roman d'Umberto Eco. Et ce film vous a marqué à vie, Nicolas Beuglé. Ah oui. Non, mais même j'ai des frissons rien que d'entendre les cloches encore de ce film. C'est étonnant parce que je l'ai revu il y a pas longtemps pour voir s'il me faisait toujours le même effet et je le trouve toujours aussi parfait. Et dans la narration, et dans l'ambiance, et dans le propos philosophique qu'il y a derrière, qui est quand même accessible. Et j'avais eu la chance de rencontrer Jean-Jacques Hano, en plus, pour lui poser des questions sur le film, et j'ai appris beaucoup de choses très 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 intéressantes sur la réalisation de qui pour moi est le meilleur film que j'ai jamais vu, quoi. Voilà. En même temps, il a engagé Sean Connery. Il ne voulait pas au départ d'acteur célèbre. Et Sean Connery lui dit, je veux faire ce rôle. Il a insisté et Hano l'a écouté. Ouais, il l'a écouté. Et Umberto Eco ne voulait pas Sean Connery. Il disait, mais James Bond dans mon film, et pas du tout, ça n'a rien à voir. Et après, il a reconnu, il a dit non, mais c'est Guillaume de Baskerville. Alors, il se trouve que vous avez 15 ans, Nicolas Beuglé, et que vous découvrez ce film, et que c'est un véritable choc à la sortie du cinéma. Oui, parce que c'était la première fois, je pense, que j'étais confronté à quelque chose d'aussi intense et d'aussi cru également, parce que l'histoire, voilà, c'est quand même ce moine qui va avec son apprenti dans cette abbaye perdue au fin fond de l'Italie et qui va enquêter sur des crimes très étranges qui se déroulent là-bas, où il y a une espèce de pacte du silence, personne n'ose dire quoi que ce soit, on sent bien qu'il y a des gens qui savent mais qui se cachent. Donc il va y avoir une véritable enquête et qui tient bien la route en plus. C'est-à-dire que les indices sont cohérents, ça nous fait progresser dans l'histoire, les personnages sont inquiétants, et puis il y a de l'amour aussi. Il y a de l'amour et je pense que c'est ça aussi, cette scène-là qui m'avait marqué, cette scène entre Azzo, donc, qui est joué par Christian Slater à l'époque, qui a mon âge, il a 15 ans, et qui va reconnaître l'amour charnel avec cette souillonne entre guillemets, parce que c'est comme ça qu'elle est présentée dans le film. Et cette scène était très très crue pour l'époque. Oui, d'autant plus que Jean-Jacques Hano n'avait absolument pas prévenu ce jeune garçon de ce qui allait lui arriver. Exactement, il avait demandé à l'actrice dont j'ai oublié le nom de lui dire, écoute, Christian Slater n'a pas entre guillemets connu de femme jusqu'ici, il va falloir que tu prennes tout en main. Je lui ai pas dit jusqu'où vraiment ça allait. Sa maman est là sur le plateau au cas où il y a un souci. Et en fait, ils ont tourné la scène. Et là où c'est absolument extraordinaire, c'est que Jean-Jacques Hano racontait dans l'interview que j'avais faite que la scène terminée, qui a été prise en une fois, il était que lui dans la salle des cuisines avec son chef opérateur et son caméraman. Et il dit donc aux comédiens, c'est bon, merci, coupez, on a ce qu'il faut. Et en fait, les comédiens ne bougent pas, quoi. Et il dit, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Ils sont enlacés l'un et l'autre. Et donc, ils répètent, c'est terminé, vous pouvez vous lever, revenir, et il ne bouge toujours pas. Et là, il s'est tu et il a compris qu'il s'était passé quelque chose certainement de plus fort encore que ce que la caméra avait capté entre ces deux êtres-là. Il y a quelque chose qui vous a marqué aussi dans ce film, Nicolas Beuglé, c'est la philosophie à travers l'histoire. Et c'était la première fois que je voyais un film qui, au-delà de l'enquête, au-delà du suspense, au-delà de l'atmosphère, me délivrait un message profond sur une question qui était celle, en l'occurrence, du rire dans Le nom de la rose. Et moi, ça m'a marqué. Et c'est marrant que vous me le disiez maintenant. Et en le disant, je me rends compte que, en fait, c'est ce que j'essaye, moi, de faire dans tous mes livres aujourd'hui. C'est raconter une bonne histoire, si possible, mais en ayant une valeur ajoutée, peut-être un peu scientifique, historique, philosophique, je sais pas. Ouais. Oui, mais en même temps, les questions, ça fait partie de votre quotidien depuis toujours. Vous avez toujours recherché le pourquoi du pourquoi. Ouais, je suis, je pense, né comme plein d'enfants, avec cette envie de toujours le comprendre, le pourquoi du pourquoi. La première question du pourquoi dont je me souviens, c'est qu'on avait un ami qui travaillait au CNES, donc il s'occupait des fusées Ariane, et j'avais dit, j'aimerais te poser une question, il y a quoi après l'espace ? Et ça avait fait rire tout le monde autour de la table, parce que forcément, cette question n'avait a priori pas de sens. Et pourtant, si. Et aujourd'hui, je maintiens qu'elle a du sens. Ça posait la question de l'infini, de l'univers et autres. Et on m'a pas répondu. Mais je me souviens que
Très tôt, oui, j'ai voulu savoir le pourquoi du pourquoi du pourquoi. C'est pas forcément un avantage tous les jours. Hein. Non, Voilà, c'est pas facile. Et puis il y a le passé aussi qui vous intéresse. Et le passé, vous l'avez cultivé en passant une partie de votre enfance dans le Périgord, en découvrant les grottes. Exactement. J'ai grandi dans le Périgord pendant mes vacances, en tout cas, au Bug, exactement. Donc à côté des lieux historiques de châteaux forts, mais aussi de grottes. Et c'est vrai que dans quasiment tous mes livres, on va parler de grottes. Et pourquoi on en parle? Parce que vous disiez tout à l'heure que mon obsession, c'était de connaître le pourquoi du pourquoi, donc l'origine. Et l'origine de notre humanité, elle est passée par les grottes à un moment ou à un autre. Et donc, ça m'intéresse de questionner ce lieu-là. Ouais. Oui, il y a des peintures dans les grottes du Périgord dont on ne peut pas donner la date parce qu'il n'y avait pas de charbon. Ouais. Et sans le charbon, on ne peut pas identifier exactement la date de la peinture. Non, on peut pas les dater, mais là, il y a une grotte à laquelle je pense qui est encore plus intéressante. Ce ne sont pas des peintures, ce sont des gravures. Ça s'appelle la grotte au Sang Mammouth ou la grotte de Rouffignac. On y rentre avec un petit train et on s'enfonce pendant je ne sais pas combien de minutes dans les entrailles de la terre. Et puis tout d'un coup, le train s'arrête. On est à moitié dans le noir, on allume quelques lumières. Et puis là, il y a le guide qui nous dit regardez sur votre droite ou sur votre gauche. Et là, on voit des mammouths qui sont gravés, etc. On va plus loin dans la grotte et c'est là pour vous dire à quel point c'est fascinant. On descend du petit train, on chemine, on voit encore quelques gravures. Et puis là, une espèce de terrain un peu vague, sous terre, avec des trous dans le sol. Il nous dit, d'après vous, qu'est-ce que c'est que ces trous dans le sol? Alors, je dis, je sais pas. Il dit, en fait, ça sont les bauges des ours, des cavernes qui vivaient là. Et si vous regardez maintenant sur les murs, à côté des mammouths, vous allez voir des grosses griffes. Et c'est les griffes que les ours faisaient au réveil de leur hibernation. Et c'est toujours fascinant pour moi de pouvoir toucher du doigt ces époques qui furent les nôtres. Je dis les nôtres en tant qu'espèce, quoi. Voilà. Vous avez un côté historien, journaliste, et déjà l'imagination est née dans votre enfance avec ces jeux de rôle que vous faisiez avec vos copains. Ouais, des jeux de rôle. Et on était pris pour des gens un petit peu bizarres à l'époque. Hein. Faire des jeux de rôle, c'était suspect parce que souvent c'était associé à ce que nous, aujourd'hui, on associe le jeu vidéo, c'est-à-dire des gens qui sont un peu perdus dans leur imaginaire, qui sont capables d'inventer des choses terribles. Et puis, il y avait eu forcément des histoires un peu bizarres avec certaines personnes déviantes, effectivement. Mais le jeu de rôle est un exercice formidable qui est même repris par les entreprises aujourd'hui pour se mettre à la place d'un personnage que l'on n'est pas et jouer autour d'une table à vivre une aventure ensemble avec ce qu'on appelle un maître du jeu qui au fur et à mesure de ce que nous on décide, lui nous raconte ce qui se passe et nous emmène dans du mystère, de l'action, de l'amour et nous fait vivre une deuxième vie en réalité. Donc ça a été quelque chose de très 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 fort chez moi. Ouais. Oui, parce qu'en plus vous étiez souvent, Nicolas Beuglet, le maître du jeu. Alors j'étais le maître du jeu mais j'étais pas le meilleur. J'avais un ami qui était bien meilleur que moi mais j'étais joueur et je jouais toujours des magiciens en fait. C'était ça qui m'intéressait déjà, je pense, ce côté le plus, on va dire, imaginaire, de l'imaginaire du jeu de rôle. Quoi. Mais comment c'est venu cette passion des jeux de rôle? C'est venu parce que je me souviens très bien, je crois que j'étais en CE2 et vous saviez, je sais pas si ça se fait toujours à l'école, si mes filles m'ont dit que ça se faisait toujours, mais le dernier jour de l'école, avant les grandes vacances, on avait le droit d'amener des jeux de société ou des choses comme ça. Et puis il y en a ça se fait, je vous confirme. Oui. Et il y en a un qui était venu avec des livres dont vous êtes le héros. Moi, j'ai jamais entendu parler de ça, mais j'étais déjà un gros lecteur, donc je me suis forcément intéressé. Et j'ai vu ça pendant l'heure de cours. J'ai découvert qu'on pouvait lire une histoire et choisir nous-mêmes la suite de ce qui allait se passer. Et en fonction de notre choix, on n'avait pas la même histoire que celle du copain d'à côté avec le même livre. Le soir même, je suis foncé jusqu'au supermarché qui avait pas loin de chez nous parce qu'on n'avait pas de librairie. Et j'en ai acheté je ne sais combien. Et c'est comme ça qu'est venue l'envie ensuite de découvrir la version exponentielle ou on va dire expansive du livre dont vous êtes le héros, c'est-à-dire le jeu de rôle avec les copains. Quoi. Et puis, votre talent d'écrivain, Nicolas Beuglet, vous le devez principalement à une maîtresse qui, en classe de 5e, a repéré une rédaction sur un sujet libre. Ouais. Ils ont moins ça, là, mes filles, des sujets libres en rédaction, où on avait le droit de raconter ce qu'on voulait, finalement. Ce qui comptait, c'était la manière dont on le disait, la qualité de la narration, la qualité de l'écriture. Et alors, c'est un peu à double tranchant, c'est-à-dire que cette maîtresse qui m'avait fait adorer la lecture, qui m'avait fait comprendre qu'au-delà des mots, il y avait aussi des émotions et qu'on pouvait les nommer, et qu'on pouvait les vivre, les éprouver, tout ça, c'était extraordinaire. Et elle avait quand même eu une inquiétude un jour parce que j'avais fait une rédaction qui a priori était partie très loin dans l'imaginaire. Elle avait convoqué mes parents en leur disant « Écoutez, j'ai lu la rédaction de Nicolas, je suis
pas inquiète, mais je me demande quand même s'il a quand même bien les pieds sur terre, parce que son histoire va quand même très très loin. Donc, et mes parents, ma mère notamment, avaient eu la gentillesse et l'intelligence de me faire confiance et dire non, on sait qu'il a de l'imagination, mais il a les pieds sur terre, tout va bien. Et cette maîtresse m'avait ensuite énormément appris et beaucoup encouragé. Et je l'ai remercié déjà par téléphone, parce que je l'ai eu il y a pas longtemps. C'était une dame qui était maintenant assez âgée, mais dans un livre aussi qui était Lettre à ce prof qui a changé ma vie. Et elle avait vraiment changé ma vie parce que elle m'a montré que oui, je pouvais créer quelque chose chez quelqu'un en écrivant. Elle vous a aussi appris à faire des exposés. Et je crois que l'un des premiers que vous avez préparé à l'école, c'était sur Rabelais. Oh là là, mais vous savez plein de choses. Effectivement, c'était sur Rabelais, mais ce Rabelais qui utilise la langue française de façon vraiment très original, même si ce mot ne veut pas dire grand-chose, mais il a une manière très presque, j'ai envie de dire que c'est un cuisinier de la langue, Rabelais, parce qu'il aime la nourriture aussi, et d'ailleurs Pantagruel, etc. Tout ça, il aime la nourriture, il aime le côté paillard, donc c'était un peu étrange pour un enfant de 15 ans d'aller explorer ce personnage-là, mais je me suis rendu compte que on pouvait peut-être être homme d'église, parce qu'il l'a été, et puis aussi écrire des histoires complètement perchées, avec ces géants qui nous faisait passer dans un autre monde. Donc, mais le plus important, c'était d'être devant la classe et de devoir raconter ce que j'avais appris pour le transmettre. Et j'ai adoré ça. Vous avez adoré. Ouais. Parce qu'en général, les enfants ont toujours peur devant... mais moi, j'ai adoré comprendre des choses que je ne savais pas et me dire c'est génial, je vais pouvoir le diffuser et l'apprendre aux autres, ou en tout cas leur proposer de l'apprendre. Et ce sentiment-là, je l'ai toujours aujourd'hui. La preuve, vous êtes à ce micro très à l'aise. Et on va continuer à parler de votre parcours à travers une autre date, le 7 décembre 2000. A tout de suite sur Sud Radio avec Nicolas Beuglé. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Nicolas Beuglé. Nous évoquerons tout à l'heure chez XO Éditions votre nouveau thriller, Transylvania, absolument passionnant et qui vous glace le sang, si j'ose dire. On l'expliquera pourquoi. On en revient à votre parcours, on a évoqué vos débuts. Et le 7 décembre 2000, alors je crois que c'est votre première apparition à la télévision publique dans cette émission. Un envoyé spécial consacré à la Pokemania. Et vous êtes interviewé. Ah oui, oula, j'avais complètement oublié. Alors je travaillais effectivement déjà en télévision à Fun TV. Fun TV qui était une petite chaîne de télévision qui appartenait en partie à M6. Et on faisait de la télé. Et j'avais une émission consacrée aux jeux vidéo, effectivement. Donc j'étais un des spécialistes du jeu vidéo avec mes équipes. Et l'envoyé spécial était venu nous voir pour parler de la fascination qu'il y avait autour des Pokémon. Voilà. Oui, ça existait depuis quelques années, 4 ans, et je crois qu'on avait vendu 56 millions d'exemplaires dans le monde. C'était extraordinaire. Et vous évoquez les Pokémon en disant attention à la dérive mercantile du phénomène. Oui, parce qu'en fait, on avait à la base, on va dire, un jeu, des jeux de cartes, et puis forcément, la licence a explosé. Donc, il y a eu des jeux vidéo, il y a eu des peluches, il y a eu des films, il y a eu etc. Et moi, qui étais un petit peu un puriste, j'aimais pas trop ce côté réappropriation sur tous les médias pour pas raconter quelque chose de plus, en fait. C'était juste réutiliser l'image. Après, ce dont je me souviens et qui est un petit clin d'œil peut-être un peu acide à l'égard de mes confrères qui étaient venus me voir, je me souviens qu'on avait passé je sais pas combien de temps à faire l'interview et on m'avait fait marcher dans un couloir pour que etc. Et je crois qu'on avait gardé, je sais pas, 10 secondes de mon propos. Ce que j'ai découvert plus tard était pas mal. Mais c'est Claude Darget, qui était un des pionniers de la télé, qui disait la télévision, c'est 8 heures de travail et d'attente pour 1 minute de génie. Oui, je sais pas si c'était du génie, mais en tout cas, moi, c'est pas ça que j'aurais pris dans l'interview si j'avais fait le reportage. Mais ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Alors, il se trouve qu'à l'époque, les Pokémon étaient célèbres. Aujourd'hui encore, dans les brocantes, on vend des Pokémon à des prix insensés, plusieurs dizaines d'euros. Et le commerce, vous connaissez bien, puisque au départ, Nicolas Beuglé, vous avez fait une école de commerce. Ouais, j'ai fait l'EDEC, effectivement. Je voulais absolument travailler dans la création publicitaire, la communication, etc. Donc j'ai fait une prépa et puis je suis rentré dans cette école. J'étais sur le site de Nice et en fait au bout de je sais pas 1 semaine, 2 semaines, je me suis dit mais en fait c'est pas du tout ce que je veux faire. C'est un peu tard. Oui, c'est un peu tard. Sauf que en fait, mais j'avais quand même un plan B. C'est-à-dire que pour l'anecdote, comme je m'ennuyais beaucoup dans les cours, parce que ça ne m'intéressait pas, j'écrivais des petits mots aux filles, en fait. C'est le truc à l'ancienne de CP, mais moi j'avais gardé ça même en prépa, etc. Bon. Et il se trouve qu'à la fin d'un cours, il y a une de ces filles qui vient me voir, qui me fait « Ouais, j'ai reçu un de tes mots et tout ». Moi, j'étais tout content parce que je la trouvais jolie. Je me dis « Super, c'est que ça a marché ».
je trouve que t'écris pas mal. Je fais partie d'une association. On cherche quelqu'un avec une plume pour pouvoir écrire les communiqués de presse. Est-ce que ça t'intéresse? Bon, c'était pas du tout ce que je voulais faire, mais je lui dis, écoute, pourquoi pas? Je veux bien essayer. Et en fait, j'ai adoré écrire. J'ai adoré ensuite voir mon communiqué de presse passer dans le journal, repris texto, signé par un journaliste qui n'était pas moi, et que j'ai appelé en lui disant, mais dites donc, c'est moi qui l'ai écrit, pourquoi c'est signe de votre nom? Ah, mais le prochain, si vous voulez, on le fera. Et c'est comme ça que c'est né. En parallèle des exposés que j'ai continué à faire en école. Et en fait, je m'éclatais qu'en faisant des exposés, mais pas sur la compta, pas sur le marketing. Tout ça, ça m'intéressait pas en fait. Et tout en faisant cette école, vous avez commencé à travailler au Figaro étudiant, qui était à l'époque un supplément du lundi du Figaro destiné aux parents, aux futurs élèves. Et le bureau était rue du Louvre, dans l'immeuble où Emmanuel Dacier de la Vigerie s'est installé pour créer Libération au lendemain de la guerre. Et ensuite, où il y a eu Hit Magazine, vous voyez. Ouais. Et c'est vrai que comment vous êtes arrivé au Figaro? Mais parce qu'en fait, c'était ce journal-là qui avait repris mon communiqué de presse et que j'ai appelé et qui a eu cette super intelligence quand même, parce que maintenant, aujourd'hui, on peut même pas appeler le journaliste en question, on l'a pas au téléphone, il répond pas. Là, je l'ai eu et il m'avait dit, écoute, si tu veux, le prochain, on pourra le publier de ton nom. Et comme ils ont vu que l'écriture que je proposais leur convenait, ils m'ont dit, tu deviens, si tu le souhaites, notre correspondant au Figaro étudiant à Nice. Et en fait, je faisais mes cours la journée, je m'occupais de l'association d'un raid étudiant dans une autre partie de la journée, et le soir, souvent, j'écrivais pour me dire quoi? Pour me dire, écoute Nicolas, voilà, t'as envie d'être journaliste, sauf que tu vas pas arriver le bec enfariné au bout de 3 ans de tes écoles, parce que tu vas quand même finir ton école, et dire je veux être journaliste. Non, tu vas dire je veux être journaliste, mais regardez, j'ai déjà écrit ça, j'ai écrit ci, j'ai écrit ça, je suis capable de faire ci, de faire ça. Donc en fait, j'ai fait 2 travaux en parallèle. Et un troisième ensuite, qui est les Flash Radio à Europe 2, qui a été vos débuts à la radio. Oui, absolument, qui ont été aussi mes débuts à la radio. Alors c'était Europe 2 en fait en local, tout à fait. Et puis je suis rentré ensuite à Fun Radio. Voilà. Alors ça a été plus gros encore, quoi. Comment c'est arrivé? En fait, Fun Radio, c'est encore une histoire un peu d'escroquerie que je peux révéler aujourd'hui. C'est que escroquerie, je parle de mon point de vue. Oui. C'est que mon école voulait qu'on fasse un stage de fin d'année, forcément, de 3e année. Et moi, j'ai dit, mais en fait, moi, si je peux pas faire mon stage dans une rédaction, je suis cuit. Donc, il faut absolument que je trouve dans un média. Par le Figaro étudiant, je passe les détails, je trouve un contact chez Fun Radio et je leur dis en fait moi je veux venir travailler chez vous. Ils me disent ok, on va se voir. Donc j'ai vu le rédacteur en chef et tout est bon. Sauf que mon école me dit ah bah non mais nous on te refuse une convention de stage pour aller faire le journaliste. Nous on veut que tu travailles dans le marketing comme ta majeure. J'ai fait ouais, mais là vous êtes en train de me ruiner mon parcours quoi, c'est pas possible. Ouais mais c'est comme si c'est comme ça, sinon tu vas ailleurs. Et donc j'ai fait ok. Je vais le faire dans la communication. Et donc j'ai menti. Et voilà, mais ça vous a porté bonheur, puisqu'ensuite, il faut savoir qu'à l'époque, M6 est encore artisanal, et que vous avez pu faire votre chemin et commencer à devenir animateur et producteur, Nicolas Beuglet. Oui, parce qu'en fait, à Fun Radio, ce qui s'est passé, c'est que pendant ce stage, à la fin du stage, on m'a dit on va faire des tests pour la rentrée, pour cet été, trouver des remplaçants et tout. Donc on a fait tous des tests, les stagiaires, et j'ai eu la chance d'être pris. Et ils m'ont dit cet été, tu fais les flash infos en national. Pour moi, c'était impensable d'être directement projeté là. Et à la fin de l'été, ils m'ont dit on est hyper content de ce que tu as fait, on t'embauche. Donc j'ai été embauché avant même d'avoir fini mes études en réalité pour être journaliste à Fun Radio, faire des flash infos, faire des rubriques sur les jeux vidéo. Et après, c'est créé Fun TV et M6 quoi. Oui, et là, Nicolas Beuglet, vous êtes devenu un pionnier parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas, des émissions de nostalgie qu'on voit encore aujourd'hui à la télévision. Ouais, alors ça, c'est quand je suis arrivé après Fun TV, quand je suis arrivé à M6, évidemment, effectivement. Et c'était des émissions sur les années 80, les années 70, années 90. On revenait sur les grands succès musicaux, cinéma, séries. Sauf que, et on revient à mon obsession, on racontait l'histoire de ces événements artistiques, mais on apprenait quelque chose aux gens. On disait, mais ça, vous croyez tout savoir sur ce film, cette chanson, mais en fait, vous ne saviez pas que, etc. Et l'émission a été diffusée en quotidienne à 17h, et j'ai co-animé avec Valentine Arnaud à l'époque, et on a réussi à faire des scores qui étaient très 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 bon, comme on dit sur la ménagère de moins de 50 ans, c'est comme ça qu'elle s'appelait à l'époque. Et donc on nous a gardés pendant je sais plus combien d'années, et on a changé d'émission, et ça a duré plus de 10 ans quoi. Oui, vous évoquiez les débuts de Goldorak, de Supercopter, tous les secrets de l'émission. Ouais. Goldorak, je rappelle que personne n'en voulait à la télévision, que Jacqueline Joubert a insisté en 78 pendant l'été de mettre quelques épisodes dans le Récréa 2 de Dorothée, et que ça a cartonné. Oui, alors après, il y a eu plein de reproches, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui était diffusé à notre époque serait quasi indiffusable sur le
le service public ou sur TF1, mais on peut quand même dire que grâce à Dorothée, on a découvert les mangas en France. C'est elle qui a importé ça en fait sur le territoire français. Alors certes, en tant que parent aujourd'hui, il y a des dessins animés que j'aurais dit à mes filles, tu ne peux pas regarder ça. Bon, moi, il se trouve que j'adorais à l'époque et que je pense que mes parents ne se rendaient pas compte, quoi. Exactement. Et je suis équilibré, tout va bien. Mais alors en plus, vous découvrez les séries télé. Il y a une série qui vous a marqué à l'époque et c'était important dans votre parcours, Nicolas Beuglet, c'est 24 heures chrono. Je pense que tout le monde, les gens de mon âge à peu près ont dû la voir, cette série avec Kiefer Sutherland, qui a été une révolution dans la manière de raconter une histoire. C'est-à-dire que le projet, c'était de dire, vous allez voir un épisode et tout se passe en temps réel. Chaque minute que vous regardez, c'est une minute qui se déroule dans l'histoire en vrai. Ça, c'était le projet. Et la réalisation était basée sur le concept et c'était les réalisateurs qui disaient, more surprises, more surprises, more surprises. Toutes les 10 minutes, on avait une espèce de retournement de situation, tout en gardant une cohérence avec l'ensemble. Donc c'était ultra addictif, même si parfois ça partait hyper loin. C'était d'une intensité qui, je pense, n'a jamais été égalée aujourd'hui. En fait, cette série a eu 9 saisons de 24 épisodes et c'est la série d'action dramatique comportant le plus d'épisodes devant Mission Impossible, les chapeaux blancs et bottes de cuir. J'ignorais. Alors, il se trouve que finalement, vous auriez pu faire votre carrière, devenir directeur à M6. Ouais, on me l'a proposé d'ailleurs quand j'étais à Fun TV de devenir directeur de la chaîne, pas de la chaîne M6, mais de Fun TV. Et en fait, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit, c'est tentant, c'est flatteur, c'est peut-être agréable, mais est-ce que c'est vraiment ce qui te ferait plaisir et ce que tu as envie de faire? En fait, là, ce que tu es en train de faire, c'est ce que tu rêves de faire. Tu es rédac-chef d'une équipe de journalistes que tu adores. Tu arrives toi-même à faire des reportages quand tu as le temps et quand tu peux le faire. Tu touches, tu as les mains dans le cambouis, tu fabriques, tu crées. Est-ce que c'est ce que tu vas faire quand tu seras patron? Ça m'étonnerait. Je pense que tu vas plus gérer des problèmes qu'autre chose. Et donc j'avais refusé et sans aucun regret aujourd'hui. Voilà. Et votre destin a changé et on va l'évoquer à travers une autre date, le 25 septembre 2018. À tout de suite sur Sud Radio avec Nicolas Beuglet. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Nicolas Beuglet. Nous parlerons tout à l'heure de Transylvania, ce roman chez XO Éditions qui n'est pas véritablement un conte de fées, même si les contes sont présents. Une date importante dans votre parcours, le 25 septembre 2018. Ce soir-là, vous recevez un prix à la BNF, les nouvelles voix du polar, pour le cri. Oui, effectivement, c'est le lancement de ma vie d'écrivain officiel, parce que j'avais écrit sous pseudo avant au moins un livre, mais celui-ci, c'était vraiment celui que j'écrivais sous mon nom. Et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire parce que j'avais quitté en fait M6 et mon CDI parce que j'avais fait vraiment le tour de ce que je voulais faire là-bas et je m'étais lancé un peu sans certitude dans l'écriture avec ce manuscrit qui est le cri. Je vous passe les détails, mais ça a été assez compliqué d'arriver jusque là où je voulais aller. Je voulais absolument aller chez XO Éditions parce que je me suis dit, si tu veux vivre de ta plume, s'il y a un éditeur qui est capable de te donner ça, c'est XO, quoi. Et donc je me suis dit, c'est le Graal, c'est eux, quoi. Donc c'est eux que j'avais ciblés. Donc, l'entrée a été complexe, mais une fois qu'ils m'ont dit oui, ils m'ont déroulé vraiment le tapis rouge. Et puis le livre a très très bien marché. Et effectivement, il a été couronné de ce prix du Nouvelle Voix du Polar. Ouais. Oui, le parcours du combattant, c'est-à-dire que vous êtes allé les voir, le manuscrit a été refusé, on a travaillé plusieurs fois. Ça a été un aller-retour. Si vous voulez, je peux vous raconter vite fait, mais c'est que j'ai envoyé mon manuscrit chez XO. Et puis, comme d'habitude, on espère avoir un retour très rapidement. Un mois se passe, 2 mois se passent, 3 mois se passent. Et puis, je sais plus, au bout de 4 mois, magique, on m'appelle. Je ne reçois pas une lettre, on m'appelle, on dit, oui, Bernard Fixot, Edith Leblond, les directeurs de chez XO voudraient vous voir, venez. Donc, je me rends à la Tour Montparnasse au 47e étage. Et je vois en fait ces 2 personnages qui me disent très gentiment, écoutez, on a adoré votre histoire, mais Bernard Fixot me dit, mais le problème c'est que vous savez pas écrire. C'est un léger détail. Donc là, je me prends ça effectivement en pleine figure et je me dis, mais qu'est-ce qu'il me dit? Mais pourquoi il me dit ça? Pourquoi il me fait venir? Qu'est-ce que je fais? Donc on est un peu effondré parce que là, on croyait qu'on avait enfin décroché la timbale. Et je leur dis, ok, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je vous réécrive 50 premières pages, mieux? Et puis on verra. Il me fait, ok, si vous voulez, essayez ça, mais en l'état, on peut pas vous publier. Donc je reviens chez moi, et puis ce manuscrit que j'avais travaillé déjà pendant 5 ans, je me retape les 50 pages et j'essaye d'écrire mieux. Donc je sais pas ce que ça veut dire, mais j'essaye d'écrire mieux. Et je mets pas 1 mois à réécrire à ça. Et je leur renvoie. Et puis là,
On me prend plus au téléphone, on me répond plus, ça dure 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, j'en sais rien. Moi, j'étais dans un état, je leur disais, mais dites-moi non, mais dites-moi quelque chose, quoi. Et on me rappelle, on me dit, on veut vous revoir. Enfin, merci, j'en avais presque les larmes aux yeux, donc je retourne dans cette tour Montparnasse, j'arrive là-haut, je m'assois sur le siège, j'attends presque avec le stylo dans la main pour signer le contrat, et on me dit, on a relu votre manuscrit, c'est pire. Donc là, j'étais effondré à l'intérieur. Il faut vraiment imaginer un échafaudage qui s'effondre à l'intérieur, il reste juste la peau, et je me dis, bon, soit je leur dis, j'en peux plus, je m'en vais parce que je ne supporte plus de retravailler ce texte-là, mais je suis tout près peut-être du bol de sangria, comme on dit. Et je me dis, bon, tiens bon, mais tu poses une question et tu oses, tu leur dis, ok, mais qu'est-ce que ça veut dire ne pas savoir écrire ? Eh bien non, mais là, vous avez mis vos chaussures de plomb, c'est empoulé, vous avez foutu des adjectifs partout, c'est pas ça qu'il faut faire. Votre personnage principal, on la connaît pas, vous avez le temps, vous n'êtes pas en télévision. Avant de vous lancer dans l'enquête, faites-nous découvrir votre personnage principal, prenez votre temps. Et là, ça me parle. Je me dis, mais oui, prenez votre temps, ça me fait du bien même. Donc je dis, ok, là, je comprends. Je reviens chez moi, je vire les 50 pages, je réécris ex nihilo le début, en présentant mieux mon héroïne, en la mettant dans une situation un peu compliquée au départ. Et puis, elle comprend que son mari la trompe, elle claque la porte, on l'appelle, on lui dit, maintenant, il est 2h du matin, il faut que tu viennes sur une enquête, etc. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle est effondrée, bon. Et je leur renvoie. Et là, 3 jours après, il me rappelle, il me dit, écoutez, on a lu, c'est formidable, si vous êtes toujours OK, on signe, on vous propose tant d'avaloirs, on vous propose tant de tirages, c'était des gros avaloirs, des gros tirages, et on va faire un truc formidable. Et ils ont tenu toutes les promesses, et derrière, on a eu un succès qui était à la hauteur de l'investissement qu'eux avaient mis, et puis moi, de l'énergie que j'avais mis aussi, quoi. Oui, et en même temps, le premier roman, c'était pas si mal passé que ça. Vous avez publié sous le nom de Nicolas Skerst, parce que vous travailliez encore à M6. Et là aussi, ça avait été un périple, parce que le premier éditeur avait fait faillite, Nicolas Beuglé. Exactement, c'était les éditions Gutenberg, et c'était Stéphane Belfond, et si mes salutations, parce que c'est quand même grâce à lui que j'en suis arrivé là, qui m'avait dit, écoute, moi, je vais pas y arriver, mais je veux bien devenir ton agent pour essayer de trouver un éditeur qui soit à la hauteur de ton texte. Et il m'avait aidé à trouver Michel Lafon à l'époque. Et donc j'avais sorti ça chez Michel Lafon. Après, il se trouve que je leur avais proposé le manuscrit du Cri, puis ça n'avait pas donné suite pour X raisons. Et donc j'étais parti. Voilà. Et c'est comme ça qu'a démarré l'histoire. Et puis, alors, le Cri a une caractéristique qui a été celle de tous vos romans. Vous partez d'un fait authentique. Oui. Et là, c'était le cas. Ouais, toujours partir d'un fait réel scientifique, historique, si possible peu connu, mais aux grosses conséquences sur notre vie, sur notre civilisation, et tricoter une intrigue autour de ça, et de telle sorte que vous lecteurs, eh ben, vous ayez du suspense, vous ayez du mystère, vous ayez de la peur, vous ayez toutes ces émotions-là, et qu'en plus, vous puissiez vous dire, ah, ça je savais pas, ça j'ai appris quelque chose, ça me fait réfléchir, ça je suis pas d'accord, mais je vais quand même vérifier si c'est vrai, etc., etc. Et le Cri, je crois, Nicolas Beuglé, c'était un programme de recherche scientifique très important, et le premier titre du livre, c'était Patient 488. Oui, exactement, parce que en fait, l'histoire du Cri, elle est basée sur un projet qui a été mené par la CIA dans les années 60-70, qui s'appelle le projet MK Ultra, MK pour Mind Control, et qui n'est pas du tout une invention complotiste du tout, puisqu'il y a eu un rapport sénatorial de 1977 commandé par les Américains, et puis que même Clinton, plus tard, a demandé pardon aux Américains d'avoir... entre guillemets couvert après coup ce programme, puisque la CIA avait fait en fait des expériences sur le contrôle du cerveau sur des personnes non consentantes, sur des cobayes non consentants dans des hôpitaux, chez parfois des prostituées, sur des personnes qui avaient des soucis mentaux, etc. Et pas qu'aux États-Unis, aussi au Canada, et probablement aussi en Norvège, dans l'hôpital où se passe le début de l'histoire du Cri, quoi. Donc il y avait ce phénomène-là qui était quand même très 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 fort et très documenté. Et ce qui était assez fascinant, c'était de retrouver toutes les auditions des personnes de la CIA qu'on pouvait télécharger sur le rapport, donc notamment sur le site du New York Times, qui avait révélé l'affaire. Oui, parce que chaque livre, pour vous, ce sont des recherches qui durent très longtemps. Oui, mais c'est un plaisir, les recherches. Mais c'est un plaisir parce que moi, comme je vous le disais au début tout à l'heure, mon plaisir, c'est d'apprendre et puis de faire comprendre, de transmettre les choses. Ça, c'est même une excitation quasi charnelle. Donc, c'est normal de creuser le sujet jusqu'à pouvoir se dire, OK, là,
je suis allé au max du max, je peux pas faire plus. Et qu'est-ce que je fais pour être sûr que je peux pas faire plus? C'est que je me fais l'avocat du diable. C'est-à-dire que dès que je vois une information qui va dans le sens de ce que je pense ou dans le sens de ce qui m'arrangerait dans mon histoire, je me mets en face et je me dis non, elle est peut-être fausse, vérifie si elle résiste. Et donc c'est comme ça que je travaille et c'est ça qui prend du temps en fait. C'est la vérification de l'information, c'est pas tellement de la trouver. Et la deuxième chose qui prend du temps, c'est une fois qu'on a appris les choses, c'est de se dire est-ce que je suis capable de raconter à un enfant de 7 ans tout ce que j'ai appris. Si je suis pas capable, c'est que je l'ai pas compris, et c'est que donc dans mon histoire, dans mon livre, ça va faire tâche, ça va être plaqué, et ça va pas être raconté. Oui, mais la vérification, c'est la base du journalisme. Même s'il y a des fausses informations, Pierre Lazarev disait une information et son démenti, ça fait 2 informations. Ouais, c'est vrai. Mais il y a aussi une chose très importante, vous êtes à la fois dans chacun de vos livres, Nicolas Beuglet, l'auteur et le lecteur. Oui, c'est-à-dire que il faut toujours jouer à une partie d'échecs contre soi-même. C'est-à-dire que on doit moi en tout cas, je n'écris pas que pour moi. Ça me fait plaisir d'écrire, ça me fait plaisir de raconter des histoires, mais je ne cesse de me demander quels sont les effets de chacun de mes mots dans la tête de la personne qui va me lire. Toujours. Et puis vous avez inventé un personnage de femme flic qui a servi pendant 3 livres, ce qui n'était pas si courant à l'époque parce que il y en avait à la télévision mais pas dans la littérature. Non, mais étonnamment je l'ai pas fait par contre-pied, je l'ai fait parce qu'elle m'est venue comme ça, Sarah Geringen. J'avais envie d'exploiter ce personnage féminin, peut-être aussi parce que c'est plus facile de mettre dans un personnage qui nous ressemble pas du tout plein de choses de nous, comme ça on nous pose pas la question, on nous dit pas mais il y a quoi de vous chez le personnage puisque c'est une femme. Voilà. En même temps, beaucoup ont comparé votre personnage à Martine Monteil, qui a été la première majeure d'une promotion de commissaire, première à la tête de la brigade criminelle, première femme à la direction de la PJ parisienne et première femme à la tête de la PJ française. Oui, alors après, Sarah Geringen n'a pas un palmarès aussi décoré que ça. Et ce qui m'intéressait, au-delà de sa compétence et de ses réussites, c'était ses émotions, sa manière de gérer les situations. Moi, ce que j'aime bien chez Sarah, c'est qu'elle est très très froide. C'est une femme, par exemple, qui ne serre jamais la main des gens avec qui elle va avoir une discussion, parce qu'elle se dit, serrer une main, c'est déjà créer un lien, et moi, je dois rester absolument... je dois pas me mettre émotionnellement dans une relation. Donc, il y a ça. Il y a le fait qu'elle supporte pas que ses collègues fassent des blagues pour se détendre sur une scène de crime, parce qu'elle se dit, mais non, mais la victime mérite mieux que ça. Donc voilà, ça, c'est des choses qui m'intéressaient à raconter chez elle. Oui, et puis vous avez une caractéristique aussi qui est très complexe à assurer, c'est que chaque fin de chapitre doit être un suspense pour vous amener au chapitre suivant. Le fameux cliffhanger, oui. Ça, 24 heures m'y a aidé, la série, mais je l'ai aussi, l'air de rien, si on regarde bien, c'est un défaut ou une qualité qu'on apprend en télévision, qui est la crainte du zapping. C'est-à-dire que nous, quand on construisait une émission en télévision, on sait qu'on est soumis en permanence à une personne qui a une télécommande dans les mains et qui, s'il y a une demi-seconde qui ne l'intéresse pas, s'en va. Donc moi, il m'est resté cette espèce d'urgence dans l'écriture. Et puis, globalement, c'est ce que j'aime moi aussi lire. Après, il faut faire hyper attention au cliffhanger, parce que c'est facile de créer un suspense. Mais si la réponse est déceptive, ou si le cliffhanger est perçu comme artificiel pour le lecteur, c'est-à-dire oui, mais bon, on s'en fiche un peu d'avoir la réponse, il nous suit pas, il s'arrête. Donc c'est ça qui est difficile. Oui, mais c'est un principe que connaissaient bien les éditeurs de Tintin et Spirou dans les jeunes années, car à chaque planche se terminait par un suspense pour qu'on ait envie d'acheter le journal la semaine suivante. Mais c'est comme Crime et Châtiment de Dostoïevski. Il a été, moi, c'est un des rares que j'ai lu de Dostoïevski, et je me disais, mais quelle intensité, quel suspense. C'est bizarre pour son époque. Et en fait, c'était un des rares qu'il avait écrit en feuilleton. En fait, ce que j'ai découvert plus tard. Donc effectivement, pour que les gens lui achètent la suite de l'histoire, il devait créer ce suspense. Ouais. Et cela, vous l'avez remarqué dès vos jeunes années, en vous plongeant après l'école dans un roman qui est devenu une série de films. Le Seigneur des Anneaux, dont les 3 volets d'ailleurs ont été tournés en même temps, ce qui était un risque pour des questions d'économie. Et c'est vrai que Le Seigneur des Anneaux, ça a marqué vos jeunes années, Nicolas Beuglet. Oui, mais ça rejoint les jeux de rôle, ça rejoint les histoires impossibles, ça rejoint l'imaginaire, ça rejoint le monde des possibles. Moi, il faut savoir quelque chose, c'est que on va dire de 13 à 17 ans, j'ai vécu 2 vies, en fait. C'est-à-dire que j'ai vécu ma vie normale d'humain dans la vraie vie, dans le vrai monde, et j'ai vécu ces grands moments dans des mondes imaginaires, dans lesquels je me suis investi, dans lesquels j'ai cru,
plus. Alors, je faisais la différence, mais quand on lit Le Seigneur des Anneaux, moi je me souviens, je l'ai commencé à lire, je faisais un stage de natation où on nageait 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi, et j'en pouvais plus, et j'en avais marre. La seule chose que j'attendais, c'était pas de me faire des copains, c'était de rentrer au dortoir et de prendre mon Seigneur des Anneaux, quoi. Donc, alors que je l'ai relu aujourd'hui, je me dis, mais t'étais courageux, mon gars, parce que c'est quand même... ça se mérite, Le Seigneur des Anneaux. Voilà. Et il y a aussi l'Histoire sans fin qui vous a marqué. Oui, bien sûr, mais ça, c'est le premier. Oui. C'est le premier, l'Histoire sans fin, c'est le premier livre qui a été sacré pour moi, au sens où quand je tenais le livre de l'Histoire sans fin, vous savez, il y a une histoire dans l'histoire oui. sans fin, et donc le héros a un livre qui est un peu magique en fait. Et moi, j'avais l'impression que je tenais ce livre un peu magique, parce qu'en plus, sur la couverture, ils avaient reproduit les sigles qu'il y a dans le livre. Donc ça, je le lisais notamment dans le bus qui m'emmenait à l'école, et je peux vous dire que quand j'ouvrais les yeux le matin, je ne pensais ni à l'école ni au bus, je pensais juste à me dire, c'est génial, je vais repartir dans ce monde, quoi. Voilà. L'histoire sans fin, elle continue avec ce livre Transylvania qu'on va évoquer à travers la date de sa sortie, le 18 septembre 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Nicolas Beuglé. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Nicolas Beuglé. On a évoqué votre parcours entre le journalisme, les études, la télévision et les débuts du thriller. Et le 18 septembre 2025 est sorti votre 8e roman, votre 8e thriller, Transylvania, dont le titre fait naturellement penser à Dracula, qui a été rendu immortel par les romans et par le cinéma. Ouais. Pourquoi cette idée ? Parce que en fait, moi, j'ai été marqué, pareil, dans mon enfance, donc par le nom de la rose, et puis par un autre film qui s'appelle Le Bal des vampires, de Roman Polanski. Et alors, je sais qu'il est plus de bon ton de citer cette personne aujourd'hui, n'empêche que son film, moi, m'avait beaucoup marqué et avait façonné une partie de mon imaginaire de ce que c'était que... Comment on crée un peu la peur, en fait, parce que ce film, il est burlesque, mais en fait, il fait très peur. Moi, dans mes souvenirs, il faisait très peur. Et donc, j'ai eu envie, plus tard, de retranscrire cette atmosphère dans un livre. Voilà. Et Dracula, en fait, c'est un écrivain irlandais, Bram Stoker, on l'a un peu oublié, qui a mis 10 ans à écrire ce livre, en s'inspirant pour son personnage d'un comédien, Henry Irving, qui était son meilleur ami et qui avait un théâtre à Londres. Et ce qui est marrant, c'est que c'est un roman essentiellement épistolaire, donc c'est très dérangeant au départ. C'est-à-dire qu'on lit des lettres de gens qui se racontent leur vie ou qui savent pas si les lettres sont arrivées, et qui est quand même assez loin de ce qu'on en connaît en termes cinématographiques. Voilà. Et au cinéma, moi, je me souviens avoir un soir où je travaillais avec Philippe Bouvard, on était en retard à la télévision, j'ai été dîner avec Christopher Lee et je l'ai vu avec ses dents manger de la viande et j'ai pensé à Dracula. Oui. Alors, l'univers que vous évoquez, une chanson l'évoque aussi. Cette chanson a été interprétée par Coluche en scène, qui avait des problèmes d'amour en ce moment-là, et qui a fait la tournée du Grand Orchestre du Splendide. Ouais, mais c'est marrant parce que ces chansons-là, elles sont juste pas possibles à diffuser aujourd'hui, ni dans le clip, à peine dans les paroles, alors que nous, on y était... pas exposés, mais bon, on les regardait comme quelque chose de hyper divertissant, joyeux. Moi, j'ai chanté ça à tue-tête, alors que je devais avoir 8-10 ans, quoi. Donc, c'est intéressant de voir ce que c'est que la transgression d'époque en époque. Alors, le départ de votre roman Transylvania, c'est le château de Bran ou Bran, j'ai jamais su. Bran, en Transylvanie, qui aurait été la propriété du comte Dracula, et que vous évoquez largement dans votre livre. Alors, c'est bien aurait été, parce que ça fait plus partie de la légende. Et d'ailleurs, Mina Dragan, qui est l'héroïne du livre, va questionner la tenancière du château en lui disant, oui, vous entretenez un peu la légende pour le tourisme, mais en fait, bon, il n'y a pas de preuve. Alors, il se trouve que là, dans le livre, moi, j'en ai fait en plus un hôtel, dans lequel il n'y a plus personne, sauf un cadavre et la tenancière de l'hôtel. Alors, justement, vous êtes allé sur place ? Alors moi, je ne vais jamais sur les lieux de mes livres avant de les avoir écrits. C'est par conviction. Je suis convaincu que si je vais sur place, je vais me dire il suffit juste que je raconte ce que j'ai vu pour que les gens se disent qu'ils y sont, alors qu'en fait, ça marche pas comme ça, selon moi. Donc en fait, je me renseigne, je me documente, et à un moment, je dis stop. Là, j'en ai assez. Maintenant, place à l'imaginaire. Si j'y étais, si je m'imaginais y être, quels mots j'aurais ? Et je trouve que je les trouve mieux en faisant comme ça. Alors donc, dans ce roman, il y a une inspectrice qui arrive, il y a un cadavre, une malle à côté et des inscriptions mystérieuses. Bah ouais, sur les doigts, en fait, de la victime, dont elle reconnaît le visage assez vite en réalité, parce que c'est pas n'importe qui. Il y a 4 lettres en fait qui sont inscrites sur les phalanges, et ça a été tatoué très récemment parce qu'il y a des petites gouttelettes de sang, donc probablement fait par l'assassin ou les assassins.
Et Mina va se dire, mais pourquoi l'assassin a fait ça ? Qu'est-ce qu'il veut me dire ? Est-ce qu'il veut cacher ? Ou est-ce qu'au contraire, il veut me montrer quelque chose ? Qu'est-ce qu'il y a dans la malle ? Pourquoi elle est fermée ? Cette malle, elle appartient à la victime, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et elle va commencer à fouiller dans tous ces domaines pour essayer de trouver une piste, quoi. Et en plus, elle a intérêt à trouver une piste parce que c'est une jeune femme qui veut devenir inspectrice. Encore un nouveau personnage. Ouais, Mina, qui est une femme qui est officière de police. Et elle qu'est-ce qu'elle veut en fait ? Elle est officière de police. Et elle a envie de devenir inspectrice. Et son commissaire le sait. Et il lui dit, écoute, j'ai pas assez d'inspecteurs là pour aller sur une affaire qui vient d'arriver. C'est en plus paumé en Transylvanie, dans le château de Bran. Il y a personne, il y a de la neige partout. Je suis même pas sûr qu'on puisse y accéder. Mais si tu arrives à relever le défi de boucler cette affaire, je te nommerai inspectrice. Donc pour elle, l'enjeu est énorme. Mais alors les obstacles vont être à la hauteur. Voilà. Et vous avez construit à partir de cela, Nicolas Beuglet, un véritable jeu de pistes pour retrouver la solution. Ouais, j'avais envie que, vous savez, comme le livre va parler, on en parlera après peut-être des contes de Grimm et autres, mais il y a l'histoire du petit Poucet là-dedans. Et j'avais envie de créer une piste où tout le temps le lecteur se demande, mais est-ce que c'est Mina qui trouve la piste et qui va se rapprocher de l'assassin, ou est-ce que c'est l'assassin qui amène Mina jusqu'à lui petit à petit ? Voilà. Alors l'univers des contes de fées, justement, est au cœur de ce livre. Pourquoi ? Parce que c'est quand même un univers très différent des romans en thriller. Non, en fait, c'est que c'est pareil. C'est pareil. C'est-à-dire que les contes de fées, si vous les relisez, notamment ceux de Grimm, ils sont terrifiants. Ils sont terrifiants. C'est des histoires de gens qui se mangent entre eux. Ce sont des histoires de gens qui se trucident, des histoires de gens qui s'abandonnent, des histoires de gens qui meurent de faim. Et il y a toujours des méchants, comme dans un thriller. Et il y a toujours des innocents qui sont victimes de cette personne-là. Et il y a quelque chose que n'offrent pas toujours les thrillers, mais globalement c'est l'idée, il y a une justice. Et je pense que la fonction première, moi, des contes qui ont été imaginés probablement à une époque qui était très dure à vivre, où il y avait beaucoup de malheurs, beaucoup de crimes et très peu de justice, je pense qu'ils étaient là pour dire aux gens, là, ce soir, on va se raconter une histoire qui ressemble à ce dont on a peur, mais à la fin, ça se terminera bien. Et il y a, je crois, un conte qui vous a traumatisé dans vos jeunes années, c'est Le joueur de flûte de Hamelin. Bah oui, mais pourquoi ? Mais vous vous souvenez de cette histoire qui est, je pense, la plus épouvantable. Ce joueur de flûte dans cette petite ville de Hamelin, donc en Allemagne, qui est appelé par les villageois du Moyen-Âge pour lui dire, débarrasse-nous des rats avec ta flûte, fais quelque chose. Et lui, il joue de sa flûte, entraîne les rats jusqu'à la rivière, il les noie, et puis la ville est ravie, il vient pour être payé. On lui dit, mais non, mais t'as rien fait, allez, va-t'en, laisse-nous tranquille. Il dit, mais vous devriez pas faire ça parce que je pourrais me venger. Il dit, oui, bien sûr, avec ta flûte. Et le joueur de flûte s'en va, sauf qu'il revient en fait quelques jours plus tard. Et cette fois, il joue d'une autre mélodie. Et au même moment, tous les parents sont où ? Ils sont à la messe. En tout cas, c'est ce qui est dit dans le conte. Et là, ce sont les enfants qui sortent des maisons les uns à la suite des autres et qui sont entraînés par le joueur de flûte en dehors de la ville. Et plus jamais on a revu ces enfants. Moi, déjà, cette histoire-là, elle est terrible parce que c'est carrément c'est entre guillemets une tuerie de masse. Et en plus, elle fait très peur parce que le joueur de flûte, à la base, il n'est pas méchant. Et donc, il a un double visage, il le devient. Et là où ça devient encore pire, c'est que lorsqu'on écrit sur ce sujet-là, comme vous le disiez tout à l'heure, on fait des recherches, on enquête, et on découvre quoi ? On découvre que ce conte du joueur de flûte est très probablement basé sur un fait réel. Qui s'est déroulé à Hamelin, parce que la ville de Hamelin, qui est donc, comme je vous le disais, en Allemagne, a un registre qu'elle a mis en place, je ne sais plus en quelle année, mais il y a des centaines d'années, et les premiers mots de ce registre qu'on a retrouvé, c'est « Voilà 100 ans que nos enfants ont disparu ». Moi, je trouve ça glaçant de se dire qu'il s'est passé quelque chose de terrible. On ne sait pas quoi. Et dans les pierres de la ville, notamment de la porte d'entrée de la ville, il y a une commémoration et une référence à la disparition de ces enfants. Et on ne sait pas ce qui s'est passé vraiment, mais on sait qu'il s'est passé quelque chose de façon très probable. Et dans Transylvania, alors il y a quelqu'un qui nous a fait rêver grâce à Walt Disney, qui est Blanche-Neige. Ouais. Et vous interprétez à votre façon le personnage de Blanche-Neige, Nicolas Beuglet. Ouais, je l'interprète. En fait, Blanche-Neige, c'est pareil. C'est pas joyeux, en fait. Je vous donne juste un détail, mais Blanche-Neige, quand elle est dans la forêt et qu'elle s'est enfuie, le chasseur, vous savez, gentiment lui dit, bon, écoute, j'ai peine pour toi, va-t'en, je vais tuer un marcassin, et puis j'apporterai la preuve de ta mort à la reine. Et donc, il apporte quoi à la reine ? Il apporte un foie et des poumons à la reine pour dire, regardez, c'est ceux de Blanche-Neige. Et qu'est-ce que dit la belle-mère ?
imaginez dans Walt Disney, mais dans le conte, elle dit cuisinez-les-moi et elle les mange. Oui. Donc déjà ça, c'est quand je vous parlais de cannibalisme, c'est pas rien. Et à la fin de l'histoire, lorsque Blanche-Neige réussit à gagner, parce qu'il y a cette justice, la belle-mère ne meurt pas de folie face à son miroir parce qu'on lui dit qu'elle est plus la plus belle. On la condamne à porter des chaussures en métal chauffées à blanc et à danser jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc c'est déjà, voilà, c'est pas ma réinterprétation, c'est que le vrai conte est raconté ainsi. Après, ce qui m'a intéressé, c'est qu'une fois encore, j'ai enquêté, et là, j'ai trouvé un faisceau d'indices fort troublant sur le fait que l'histoire de Blanche-Neige était probablement inspirée d'une histoire réelle qui s'était passée encore en Allemagne, dans un petit village, à une petite 50aine de kilomètres de là où les frères Grimm ont vécu. Les frères Grimm que vous évoquez à travers leurs descendants, un certain Alphonse Grimm, qui est présent dans le livre. Ouais, je trouvais ça excessivement excitant de me dire qu'il y avait un descendant vivant des frères Grimm aujourd'hui. Quel serait son héritage? Et surtout, qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui de la narration, de la lecture, de l'écriture, des livres, et qu'est-ce qu'il ferait s'il constatait que les choses n'allaient pas dans le bon sens? Oui, les frères Grimm, d'ailleurs, noblés, qui s'appelaient Jacob et Wilhelm, qui étaient au départ des linguistes et des collecteurs de contes allemands populaires qu'ils ont transformés, tout simplement. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, le projet des frères Grimm, c'est hyper intéressant, c'était non pas de raconter des histoires, mais de collecter la culture narrative des récits populaires. Donc ils allaient chez des gens. Ils allaient aussi chez des vieilles dames ou des vieux monsieur, ils allaient entendre X personnes, ils récoltaient peut-être certains textes, et ils voulaient en faire une somme. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient redorer le blason de leur pays qui avait été malmené et redorer en fait le sentiment de nationaliste du pays, mais dans le sens où, regardez, c'est chez nous que sont nées les plus grandes moments d'histoire et de la culture européenne. C'était ça leur projet, et que je trouve intéressant. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont réussi et raté. C'est-à-dire qu'ils ont réussi au sens où les contes de Grimm sont traduits dans 130 pays, je crois. 160, oui. 160 pays, y compris dans des pays où il n'y a pas de loup, par exemple. Mais personne, je pense, ne sait que ce sont des productions dites allemandes. Voilà, donc c'est ça que je trouve intéressant. Et il y a un autre thème que vous évoquez et qui est cher à nos cœurs, Nicolas Beuglet, dans ce Transylvania, c'est la défense du livre et des libraires. Ouais, parce que qu'est-ce qui se passe en ce moment? Et alors, je sais que ça va vous paraître un peu facile, mais je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à dire là-dessus. C'est que on sait que en Occident, en tout cas, on lit de moins en moins, et en plus de moins en moins bien. C'est-à-dire qu'on lit moins de livres et on les comprend moins bien quand on les lit, surtout chez les plus jeunes. Et c'est pas une invention de ma part, ce sont toutes les données statistiques qui disent ça, et vous pouvez les vérifier sur beaucoup de sites, et notamment ceux que je donne à la fin de mon livre. Donc déjà, il y a un état des faits qui est clair. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça dure depuis des années. Et moi, ma question, c'est est-ce que une civilisation qui lit est la même qu'une civilisation qui lit de moins en moins ou qui lit presque plus? Qu'est-ce que la lecture fait de nous en tant qu'humains? Et quand on enlève cette lecture, qu'est-ce qu'elle fait de nous? C'est-à-dire, est-ce qu'on est autant capable d'empathie? Parce que lire, c'est aussi se mettre à la place des autres, c'est se mettre dans la tête d'un autre personnage, c'est essayer de comprendre les sentiments de quelqu'un. Lire, c'est quoi aussi? C'est aussi différer une espèce de récompense. C'est-à-dire que oui, un livre, ça demande un petit effort, mais quel bonheur quand on est dedans et qu'on a cette récompense-là. Sauf que là, aujourd'hui, on sait très bien que la récompense, elle doit être immédiate via, on le sait, les réseaux, les réels, etc., avec la dopamine, etc. Mais sauf que ça nous mène à quoi, en fait, quand on ne diffère pas ça? Eh ben, est-ce qu'on est capable de construire quelque chose? Parce que même, on est capable de construire sa vie. Je sais que je vais loin en disant ça, mais si on n'est pas capable de différer une récompense. La lecture, elle emporte quand même pas mal de choses qui structurent, je trouve, l'humain, les civilisations dans leur bon sens. Et si on se dit, ouais, ok, ça baisse, mais en réalité, non, ça baisse depuis suffisamment longtemps pour que ça soit peut-être plus les mêmes personnes avant et maintenant. Mais en même temps, pour aller dans votre sens, vous travaillez chez IXO, qui est un artisan, et aujourd'hui, les éditeurs sont des consortiums qui voient le bénéfice avant le livre. Ça aussi, c'est important. Oui, mais je pense qu'il serait d'accord avec quand même ce qu'on vient de dire. Et après, je vais pas leur jeter la pierre. Je sais que c'est compliqué parce que comme il y a de moins en moins de lecteurs, peut-être qu'ils essayent de quand même maintenir à flot les entreprises en sortant peut-être plus de livres. Il y a peut-être ça. Ce que ne fait pas trop et presque pas IXO, qui a toujours eu comme politique de sortir peu de livres, mais bien. Donc voilà. Et c'est pour ça que je suis très content d'être là où je suis. Et finalement, vous prenez aussi la défense des libraires qui vous accueillent dans les salons et où vous
vous constatez que le public est présent et toujours intéressé à la lecture, Nicolas Beuglet? Mais en salon, c'est tout autre chose. C'est-à-dire qu'on est face à des gens qui déjà viennent vous dire des choses absolument extraordinaires, parce qu'on se rend compte qu'en fait, ils nous disent, bah ouais, mais faites ce dont vous vous rendez pas compte, c'est que moi, en fait, vous vivez avec moi depuis 10 ans. Je fais, oui, effectivement, je ne peux pas me rendre compte. Ou je m'endors avec vous tous les soirs. Vous êtes dans ma tête dans la journée parce que j'ai envie de vous relire quand je rentre chez moi. Et donc, on mesure, alors déjà ça fait très plaisir, mais surtout on mesure et on se rappelle à quel point en fait le livre apporte quelque chose que rien d'autre ne pourra apporter. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je pense que quand on regarde une série télé, on regarde un film, ok, on est spectateur. Un livre, on est spectateur, mais en réalité non, on est acteur, parce que tout se fabrique dans notre tête. Et je pense que c'est ça qui fait que c'est si puissant, la lecture. C'est parce que on est artisan, comme vous le disiez, on fabrique les choses en nous, et ça nous apporte une satisfaction que rien d'autre ne pourra vraiment nous apporter, je pense. Et vous avez vraiment fabriqué ce livre pendant des mois, et je veux dire que la lecture est puissante. Je le recommande à celles et ceux qui nous écoutent, comme vos livres précédents. Ça s'appelle Transylvania chez XO Éditions, et continue à travailler autant pour nous faire rêver, Nicolas Beuglet. Merci. Merci. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.